On va enchaîner par la troisième présentation qui sera présentée par Dr Mariam Mansouri. À vous la parole. Bonjour tout le monde, chers professeurs, aimable assistance. Donc, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter le fruit d'une étude qui s'accentue sur la barrière cutanée, intestinale et pulmonaire comme une interface physiologique et une cible d'intervention pour la prévention et le traitement des maladies allergiques. Donc, il est à savoir que les barrières épithéliales, que ce soit de la peau, de l'intestin ou bien des voies respiratoires, jouent un rôle qui est très important dans la régulation des réponses immunitaires et dans le maintien de l'homéostasie. Et donc leur dysfonctionnement va causer des maladies allergiques et inflammatoires complexes, à savoir la dermatite atopique, l'asthme ou l'allergie alimentaire. Donc ceux-ci, ils sont influencés par tout ce qui est exposome, tout ce qui est microbiome et tout ce qui est génétique et épigénétique. Donc en gros, cette étude examine le rôle de ces barrières, leur implication dans ces maladies, l'efficacité des traitements qui sont actuels et les défis retrouvés et persistants dans l'identification et la prise en charge de ces troubles épithéliaux. Donc, on va commencer par une simplification de la structure de l'épithélium de la peau, de l'intestin et des voies respiratoires. Donc, l'épiderme, c'est l'épithélium de la peau et il est reconstitué généralement des kératinocytes qui entrent en contact avec la lame basale. Et on voit aussi des cellules de l'ingérence qui sont résidentes dans les tissus et qui régulent l'homéostasie et les réponses immunitaires face aux stimuli environnementaux. Donc, pour l'épithélium intestinal, il est composé d'une seule couche qui est constituée de cellules épithéliales qui sont ciliées, qui sont disposées en villosité. On voit aussi d'autres cellules calciformes, des cellules de Paneth, etc. Donc, en dernier lieu, on a l'épithélium des voies respiratoires supérieures qui est présenté sous forme d'une couche pseudostratifiée et qui se transforme en une seule couche simple dans les voies aériennes inférieures. Donc, la barrière épithéliale joue un rôle très, très important. Là, on va parler de l'exposition aux allergènes et l'exposition aux agents pathogènes et aux polluants environnementaux. Bien évidemment, on va endommager l'épithélium. On parle des allergènes de certains bactéries, champignons, virus, on parle des allergènes d'acariens, des allergènes alimentaires, des détergents, des tensioactifs qui sont présents dans les liquides de lessive, le dentifrice, etc., notamment les produits d'entretien ménager, etc. Et donc, les épithéliums qui sont exposés à ces facteurs nocifs, ils sont caractérisés par trois choses. La première des choses, une perméabilité qui est accrue. En deuxième lieu, une perte de différenciation et une capacité homéostatique qui est réduite. Et comme vous pouvez voir, ça marche.
Ça marche pas. Donc voilà, dans la dernière figure, l'infiltration d'antigènes environnementaux à travers une barrière qui est perturbée peut alors entraîner soit une sensibilisation, soit une hyper-réactivité immunitaire avec des conséquences bien sûr qui seront l'apparition de maladies allergiques et inflammatoires. Donc au fil du temps, un cycle de lésions et de réparation raté peut conduire à un remodelage du tissu sous-épithélial. Donc l'exposition de l'épithélium à ces facteurs nocifs environnementaux et le dysfonctionnement épithélial qui en résulte peuvent se manifester au niveau de la peau, au niveau du tractus gastro-intestinal et au niveau des voies respiratoires, bien sûr sous forme d'affections cliniques comme la dermatite atopique, l'œsophagite eosinophile et l'asthme. Donc dans le premier cas de figure, dans le cas de la dermatite atopique, l'inflammation et le cycle démangeaison-grattage va entraîner une altération de la barrière cutanée, ce qui va permettre l'infiltration d'antigènes et le développement de défauts épidermiques. Donc là, on parle de la spongiose, qui est un œdème intercellulaire, soit la cantose, qui est un épaississement épidermique. Et en deuxième lieu, dans le cas de l'œsophagite eosinophile, une inflammation et des défauts épithéliaux et sous-épithéliaux sont présents, notamment une altération de la barrière, une hyperplasie des cellules basales, une fibrose et une hypertrophie des muscles lisses. En dernier lieu, dans le cas de l'asthme, une hyperplasie des cellules calciformes et basales, ainsi qu'un remodelage tissulaire qui va se produire. Notamment, on parle d'un épaississement de la membrane basale, une fibrose sous-épithéliale et une hypertrophie des muscles lisses. Donc la rupture de cette barrière épithéliale dont on vient de parler déclenche la libération de cytokines épithéliales. Donc ces cytokines, on parle de la TSLP, on parle de l'interleukine 33 et on parle de l'interleukine 25. Et donc ces cytokines épithéliales vont entraîner des cascades inflammatoires en aval qui impliquent potentiellement une inflammation allergique soit de type 2, soit non allergique de type 2, soit une inflammation neutrophile de type 2. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la marche allergique commence souvent par la dermatite atopique suivie d'allergies alimentaires et respiratoires et que l'exposition cutanée à des allergènes alimentaires chez des enfants qui sont atteints de la dermatite atopique entraîne une sensibilisation et un risque accru d'anaphylaxie. La sensibilisation dans l'enfance est liée à un risque d'asthme et de rhinite allergique et à l'œsophagite eosinophile et la progression des affections atopiques varie et n'est pas toujours linéaire. Donc ici, on a essayé de regrouper les biomarqueurs cliniques candidats pour diverses maladies. On va prendre comme exemple, dans le cas de la dermatite atopique, on a par exemple l'interleukine 18, l'interleukine 22 et l'interleukine 8 sont des biomarqueurs qui sont utilisés dans le cas de diagnostic, la surveillance de gravité et le suivi des effets de traitement. En cas, par exemple, d'asthme allergique, on a les IgE total, l'interleukine 5, l'interleukine 13 et l'interleukine 17 qui sont utilisés pour la caractérisation des phénotypes T2 et non T2. Et vers la fin, donc, ce schéma met en valeur les thérapies biologiques qui sont approuvées et en investigation pour les maladies allergiques et inflammatoires et à médiation épithéliale. Donc, on prend par exemple l'anticorps monoclonal, le tezepelumab, qui est approuvé dans le cas de l'asthme, mais en phase 3 des essais cliniques pour l'œsophagite eosinophile et il cible, c'est un inhibiteur de la TSLP. Et on prend le fameux omalizumab qui est utilisé pour inhiber les IgE. Il est déjà approuvé dans le cas de l'asthme, des polypes nasaux, de la rhinite allergique et qui est encore en phase 3 des essais cliniques pour les allergies alimentaires.
Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que le dysfonctionnement de la barrière épithéliale, il contribue aux troubles immunologiques et inflammatoires qui est influencé par l'exposome et le microbiome et la génétique, l'épigénétique aussi. Et on est dans un besoin qui est urgent pour traiter en ciblant ces altérations dans ces maladies comme l'asthme et l'allergie alimentaire. Il faut souligner qu'il existe une priorité pour développer des biomarqueurs pour savoir différencier entre les patients dont la maladie est due à une altération épithéliale de ceux qui présentent une inflammation. Et vers la fin, la recherche sur ces cibles thérapeutiques peut prévenir ou traiter ces dysfonctionnements. Et bien sûr, c'est une voie qui est prometteuse pour les allergologues. Merci pour votre attention. Merci, Dr Mariam Mansouri, pour cette présentation très intéressante sur la barrière épithéliale et son rôle dans les réactions allergologiques.